Merci d'être aussi nombreux pour ce premier débat de l'après-midi. Un débat dont le thème est fondamental pour la survie du transport aérien européen, puisqu'il pose la question des conditions de concurrence entre les compagnies dans un secteur aussi mondialisé et aussi libéralisé que le transport aérien. Et plus précisément, ce débat pose la question des règles que certaines régions du monde demandent de mettre en place pour poursuivre cette libéralisation. Car cette libéralisation, depuis qu'elle a commencé dans le transport aérien au début des années 80, fin des années 70, ne s'est jamais accompagnée sur le plan international de la mise en place de règles communes qui établiraient un terrain de jeu équitable entre les différents acteurs, notamment en termes d'aide d'État, dont sont soupçonnées de bénéficier certaines compagnies de manière directe ou indirecte. Ce débat concerne les compagnies du Golfe, dont l'essor fulgurant ces 15 dernières années a révolutionné le marché long courrier, à tel point qu'elles mettent à mal aujourd'hui la connectivité directe de certains pays avec le reste du monde, notamment l'Europe. Ces aides publiques créent des distorsions de concurrence avec les compagnies originaires des pays ou des régions où de telles aides sont interdites. En réaction parfois tardive, certains pays ont cessé d'attribuer aux compagnies du Golfe de nouveaux droits de trafic, certaines de manière définitive, d'autres dans l'attente de la mise en place de mesures de concurrence dites équitables. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France KLM et président d'Air France, et Michel Wackenheim, ancien directeur de la DGAC, ancien représentant de la France à l'OACI et aujourd'hui conseiller du PDG d'Airbus Commercial Airplanes, Fabrice Mégé. Première question, Monsieur Janaillac, faut-il aller plus loin dans la libéralisation du transport aérien et pourquoi ? Alors, d'abord, il faut souligner tout ce que la libéralisation a apporté au transport aérien. Alors, elle est récente, puisque, en fait, la première mesure, c'était en avril 97, le marché unique européen. Et ensuite, ça a été le ciel ouvert entre l'Europe et les États-Unis il y a 10 ans. Et par ailleurs, un certain nombre d'accords bilatéraux aériens entre les pays sont de plus en plus ouverts avec moins de contraintes. Alors cette libéralisation a eu des effets très positifs sur le transport aérien, puisque le trafic mondial est passé d'1 milliard à la fin des années 90 à 3 milliards aujourd'hui. Les sièges offerts au sein de l'Union européenne sont passés de 5,5 millions à plus de 14 millions en un peu moins de 20 ans. Et les tarifs ont été plus que divisés par 2 au bénéfice des passagers. Donc par conséquent, cette libéralisation est positive et donc il n'y a pas de raison de pas la poursuivre. Simplement, nous considérons qu'elle doit être poursuivie dans un environnement avec des conditions de concurrence équitables qui ne le sont pas, à notre avis, aujourd'hui, et que, à ce titre-là, oui, pour une continuation, une progression de la libéralisation, mais avec de la part de l'Europe, puisque c'est en partie une compétence européenne, un peu moins de naïveté en ce domaine-là comme dans d'autres d'ailleurs, et des règles qui permettent d'assurer une concurrence équitable entre les compagnies européennes et d'autres compagnies, comme celle du Golfe en particulier, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Absolument. Monsieur Wackenheim, je vais vous poser la même question. Faut-il continuer la libéralisation ? Je pense que Jean-Marc Janaillac a donné de bons arguments pour continuer. La question, c'est de savoir comment. Je voudrais aussi rappeler quand même que à peu près les 3/4 du trafic international mondial sont déjà opérés dans un cadre libéralisé, soit dans le cadre d'accords multilatéraux comme celui de l'Union européenne avec les États-Unis, soit dans le cadre d'accords bilatéraux entre les États. Et donc, on voit mal comment on pourrait ne pas continuer. Alors la question, est-ce qu'il faut faire différemment ou en quelque sorte rétablir un certain nombre de règles ? Certains appellent ça la re-réglementation. C'est une question qui avait été posée par l'ancien président de l'OACI, le Dr Cotate, et son successeur à plusieurs reprises. Il faut bien qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès car il y a manifestement différents points de vue sur la façon de faire et les tenants de l'ouverture des marchés et
et de l'application des règles nationales, on l'ont emporté jusqu'ici. C'est la théorie américaine. Alors qu'en Europe, on a effectivement, depuis toujours, essayé de développer des règles, je dirais, qui organiserait la concurrence, ou du moins en limiterait certains aspects, car c'est pas le ciel ouvert, débridé, sans règles. Bon, la question maintenant, c'est qui régule et qu'est-ce qu'on régule. Donc là, il y a effectivement un débat qu'il faut, à mon avis, poursuivre, qu'il faut essayer de développer au niveau multilatéral. Il faut aussi éviter, je dirais, de se bloquer dans des positions rigides. Ça nécessite des négociations, des débats avec les États tiers. Je rappelle qu'il y a 28 États en Europe et il y a donc 193 moins 28 États qui ne sont pas européens. Et donc c'est là que se situe le débat. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est oui, mais il y a matière effectivement à réguler, parce que le transport aérien, économiquement, a des caractéristiques qui sont pas, on limite en quelque sorte les possibilités de concurrence totale. C'est pas des marchés qui sont totalement contestables. Il y a des barrières, il y a des investissements importants à faire. On peut pas rentrer et sortir de façon très facilement. Et puis il y a aussi des économies d'échelle et des économies d'envergure. Donc tout ça, les économistes vous diront, ça veut dire qu'il faut prendre quelques précautions. Voilà. Donc je rejoins Jean-Marc Janaillac sur la façon de considérer l'avenir dans ce domaine-là. Monsieur Janaillac, qu'entendez-vous exactement par mesure équitable ? Alors là-dessus, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Nous ne remettons pas en cause un certain nombre d'avantages dont disposent par exemple les compagnies du Golfe. Avantages naturels et géographiques d'être situées entre l'Europe et l'Asie, qui est un avantage très important en matière de trafic, je veux dire de hubs, les hubs du Golfe. Autre type d'avantage, c'est l'environnement fiscal qu'ont ces compagnies. Les États accordent un certain nombre d'avantages. Il n'y a pratiquement pas de cotisation sociale, il n'y a pas d'impôt, mais c'est le système qu'ils ont choisi. Là-dessus, c'est la souveraineté des États. On ne remet pas du tout ça en question. J'aurais un peu plus de soucis en termes d'éthique sur les pratiques sociales, dont certaines s'éloigne assez largement des règles de l'Organisation internationale du travail, où là on peut avoir des questions. Par contre, pour moi, ce qui est totalement inéquitable, c'est en clair les avantages dont disposent un certain nombre de compagnies de la part de leurs États. Ça va d'abord de la tarification des coûts d'infrastructure, alors certes applicable à toutes les compagnies qui se posent, mais pour elles, ça représente 100% de leur activité et qui obéissent à des règles qui n'ont rien à voir avec les règles que suivent les aéroports d'autres zones du monde. Deuxièmement, je dirais, c'est l'absence de transparence et l'intégration verticale des différentes entités problématiques. Lorsque dans un État, président de la compagnie, aussi président de l'aéroport et responsable de l'aviation civile, c'est un mélange des genres qui fait que les relations sont quand même incestueuses et ne sont pas très transparentes. Et puis enfin et surtout, c'est le subventionnement direct de ces compagnies aériennes par les États, qui est considéré comme totalement impossible en Europe ou aux États-Unis par exemple, et qui est largement pratiqué dans ces États-là. Alors ces mesures, je considère qu'elles ne sont pas protectionnistes, elles sont simplement, elles accompagnent la libéralisation. La libéralisation, c'est une philosophie
économique et politique qui doit s'accompagner de règles communes concernant la façon dont les entreprises qui agissent dans ce champ concurrentiel et ouvert interactent et pratiquent leur métier. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que nous avons en face de nous des entreprises qui ne sont pas guidées par uniquement l'intérêt de l'entreprise, mais qui sont des outils de souveraineté d'État et donc qui pratiquent une politique à différents types et qui sont aidés de façon différente de ce que nous pouvons l'être. Est-ce que vous englobez toutes les compagnies du Golfe? Est-ce qu'il y a des différences selon vous entre les aides reçues par les compagnies de Golfe? Est-ce que vous mettez sur le même plan Emirates, Etihad et Qatar Airways? Alors, il y a un rapport récent qui a été fait par les 3 grandes compagnies américaines. Dont on peut aussi soupçonner peut-être... Bon, on peut soupçonner deux, mais oui, certes, mais les chiffres peuvent l'être. Alors, c'est pas parce qu'elles ne sont pas forcément vertueuses que lorsqu'elles dénoncent des pratiques non vertueuses, elles ont tort. Donc, il faut regarder le rapport et ces chiffres. Et ça montre que, effectivement, sur ces 10 dernières années, il y a eu 45 milliards de dollars de subventions directes ou indirectes. Mais comme les comptes, c'est très difficile de les obtenir, c'est effectivement assez compliqué de savoir quelle est la compagnie la plus ou la moins encline à pratiquer ce type d'aide. Monsieur Wackenheim, ces aides sont-elles vraiment inéquitables ou, entre guillemets, illégales? Alors, c'est deux notions assez différentes. Inéquitable et illégal, c'est un peu comme les conflits d'intérêts. Illégal, je comprends très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire est-ce conforme à des lois existantes. Alors, les lois existantes dont on parle, où sont-elles? Elles sont au niveau des États. Il y a des lois nationales et puis il y a des engagements internationaux. Alors, les engagements internationaux dans le domaine aérien, c'est l'OACI, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, ce sont les accords bilatéraux. Donc, et c'est, je crois, effectivement, au premier degré, la façon de prendre en compte, d'aborder la situation et d'en faire une analyse. Est-ce que les pratiques actuelles sont conformes ou pas conformes aux accords aériens existants? Quand on regarde dans le détail, c'est pas si simple que ça. Les Américains, d'ailleurs, les compagnies américaines qui ont prétendu que les pratiques des compagnies du Golfe étaient contraires ou pas en accord, ou pas conformes à leurs accords aériens. Quand on regarde la rédaction des accords aériens en question, elle est quand même relativement floue. On parle aussi de concurrence loyale, de faire compétition, mais on ne définit pas la notion. Donc ça, c'est quand même un sujet extrêmement difficile. Alors, par rapport à cette question de l'égalité, je crois qu'il y a un écueil à éviter, c'est de la législation unilatérale. C'est-à-dire essayer d'imposer à des pays tiers ou à des opérateurs de pays tiers les lois nationales. Ça, en l'occurrence, ça ne marchera pas. C'est le règlement 868 de l'Union européenne, 2004, qui avait cet objectif-là et qui n'a jamais été mis en œuvre. Alors, d'ailleurs, je me demande pourquoi on relance ce règlement, parce que la méthode est certainement pas tout à fait la bonne. La bonne méthode, c'est la négociation. C'est la négociation d'accords bilatéraux. Alors ça, c'est l'autre volet de l'approche européenne, avec la négociation de nouveaux accords aériens qui a été lancée avec les pays du Golfe. Très bien. La partie inéquité, l'équité, c'est une notion qui, d'abord, n'est pas très précise, mais qui peut recouvrir des tas de choses. Quand on souhaite, si du côté européen, on souhaite limiter l'équité aux questions financières, d'aide d'État, ou de soutien, ou de subventions croisées, etc., on va se heurter à certainement de grosses difficultés. D'ailleurs, je me souviens très bien, le représentant des Émirats arabes unis, lors de la dernière conférence de transport aérien de 2013, s'adressant à son collègue européen, en disant « Nous ne cherchons pas à vous imposer nos règles, n'essayez pas de nous imposer les vôtres ».
Donc c'est la question de la souveraineté. Donc on n'est pas dans un terrain très très facile à gérer. Alors d'autant que les États tiers, et pas seulement les compagnies du Golfe, parce qu'on a tendance à parler que du Golfe, mais il n'y a pas que le Golfe. Et un certain nombre d'États tiers reprochent à d'autres États, peut-être européens, mais pas seulement non plus, des distorsions liées à d'autres éléments, d'autres concepts, comme par exemple l'allocation des créneaux horaires. Ils nous disent, vous nous pénalisez parce que vous instaurez des couvre-feux pour des questions environnementales, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. L'affectation des compagnies dans les aérogares. Il y aura vraiment équité totale lorsque ceci sera également un peu plus transparent. Les conditions d'assistance aéroportuaire, etc., etc. On peut imaginer que l'équité prenne d'un seul coup une dimension beaucoup plus vaste que la finance, et ce qui prouve bien que ça demande une négociation globale, c'est l'objet des accords, et ce qu'on peut espérer, c'est que la démarche se poursuive le plus loin possible. Monsieur Janaillac, n'est-il pas un simple décalage de développement? Peut-on refuser aux compagnies du Golfe de soutenir leur compagnie, comme l'ont fait la plupart des États européens avant la libéralisation, voire même après, quand on voit le cas à l'Italia qui a absorbé, je crois, pas loin de 10 milliards d'euros ces 10 dernières années d'aide publique? Alors, il me semble que ni les échelles ni les conditions ne sont les mêmes. Si on prend l'échelle, tout d'abord, c'est difficile de dire que ces compagnies sont au début de leur développement. Dubaï est le premier hub mondial. En 2020, il y aura 800 avions gros porteurs long courrier aux États-Unis, 2000 en Asie, 1200 en Europe et 1000 pour le Golfe avec Turquie. J'ai étendu. Mais donc je veux dire, on ne peut pas dire que c'est le début de leur développement. Deuxièmement, les conditions en Europe sont, je veux dire, il y a des conditions strictes, et lorsqu'il y a des aides d'État, elles sont très précisément encadrées par les services de l'Union européenne, avec des conditions de ne pas croître, de vente d'actifs, etc., etc. Et il n'y a rien qui ressemble à ça dans, par exemple, les États du Golfe. Alors, certains, en Europe et particulièrement en France, plaident pour une forme de laisser-faire spécifique au transport aérien, à la fois au bénéfice des consommateurs, des aéroports, voire des constructeurs aéronautiques. Et alors, moi, je trouve ça d'abord incompréhensible parce que, clairement, la théorie économique montre que, in fine, toutes ces pratiques de subventionnement sont défavorables aux consommateurs. Et je trouve ça paradoxal que certains, au nom de l'emploi dans la construction aéronautique, plaident pour le fait de fermer les yeux devant des interventions et des subventions d'État, alors que lorsqu'il s'agit de la production aéronautique, tant les autorités américaines qu'européennes, brésiliennes et canadiennes n'hésitent pas à déférer à l'OMC toutes les pratiques qu'elles jugent contestables en ce domaine. Et pour ce qui concerne les aéroports, certains plaident pour une large libéralisation des droits de trafic au profit de compagnies qui profitent des largesses de leur État, mais commencent à s'émouvoir, et j'ai quelques exemples précis en tête, lorsque tel ou tel aéroport voisin voit son développement subventionné par la collectivité territoriale à leurs dépens. Donc je pense que effectivement, c'est un principe général du fait que lorsqu'on est dans une activité économique concurrentielle, que ce soit la construction aéronautique, la gestion d'aéroports à l'échelle de plusieurs territoires et le trafic aérien, dès lors qu'il y a ouverture et pratique de la concurrence, il doit y avoir des règles qui permettent une équité entre les différentes activités. Monsieur Wackenheim, Monsieur Janaillac a parlé de l'OMC. Le transport aérien n'en fait pas partie. Il est régi, comme vous l'avez dit, par l'OACI, qui édicte donc des règles ou des principes pour l'ensemble de la planète.
On a bien vu que l'OACI a bien essayé de définir des règles de concurrence équitable à l'échelle mondiale, mais a échoué. Pourquoi est-ce si compliqué et faut-il faire une croix sur toute mesure au niveau mondial? Pourquoi est-ce que c'est très compliqué? Finalement, la réponse est peut-être assez simple. Si je me réfère à la façon dont ça s'est passé en 1944 à la conférence de Chicago, parce que il y avait clairement deux positions en présence, celle des États-Unis qui était dominant, qui était en mesure d'ouvrir un grand nombre de lignes dans un cadre libéralisé, et donc qui était favorable à une ouverture totale avec des cinquièmes libertés, donc la possibilité même de transporter entre des pays tiers. Et puis on avait de l'autre côté une Europe qui était affaiblie, et un Royaume-Uni avec son empire qui était également pas en condition de développer à la même vitesse cette activité aérienne, tout le monde sachant que ça allait devenir quelque chose d'important. Et à l'époque, pourquoi les Américains proposaient ça? Parce qu'ils étaient les plus forts. Ce sont essentiellement les pays qui ont la perspective de développement la plus importante, qui sont les plus favorables à la libéralisation. J'étends, comme le disait M. Chenayac, il y a un bénéfice à la libéralisation, c'est le passager aérien qui trouve son compte et le développement économique que ça procure dans les États. Donc l'OACI est resté sur cette, pour répondre à la question, l'OACI est resté sur ce débat qui n'a jamais été clos, qui n'est pas clos. La dernière, alors je vais sauter quelques dizaines d'années, mais la dernière conférence de transport aérien, c'est une conférence très importante. Ce sont les 193 États de la planète qui se réunissent pour parler politique de transport aérien. Donc la dernière conférence, c'était 2013, mars 2013. Et il y avait donc 130 États ici qui ont répondu à cette invitation. Et le débat principal était celui-là. L'Europe a essayé de faire des propositions, d'aller un peu de l'avant pour mettre en place ce cadre, ou quelques éléments de ce cadre politique. Et malheureusement, les États-Unis n'ont pas soutenu, et ça s'est transformé en un débat entre les pays du Golfe, entre les Émirats arabes unis et quelques autres pays de la région, et l'Europe. Et évidemment, on n'a pas beaucoup avancé, mais l'OACI a quand même reçu des instructions pour avancer et pour définir un certain nombre de règles. Moi, ce que je dirais, c'est on ne peut pas abandonner le cadre multilatéral. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer de façon assez sûre sur la durée. Et il faudrait que l'Europe reprenne un petit peu de l'énergie et surtout qu'elle arrête de couper les vivres, les moyens à cette organisation, de sorte qu'ils n'avancent pas parce que personne s'en occupe, quoi. Donc c'est pas très brillant de ce point de vue-là. Il faut qu'on soit plus proactif. Et puis, de l'autre côté, il y a toutes les négociations entre États, celles dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent alimenter aussi le débat international. Les États-Unis ne sont pas complètement fermés à des accords et à un certain nombre de cadres politiques dans ce domaine, mais encore faut-il une énergie pour le faire, quoi. Voilà. Donc, je suis pas effectivement de ceux qui disent on fera rien, il se passera rien à l'OACI, mais il faut quand même prendre l'affaire à bras le corps. Alors, juste un petit mot, parce que je sais bien que il y a des constructeurs d'avions qui ont des positions sur la politique de transport aérien. C'est pas vraiment l'objet des constructeurs d'avions de déterminer la politique de transport aérien. S'il y a des avis qui sont émis, c'est uniquement parce qu'il y a des compagnies aériennes qui utilisent cet argument-là dans des débats qui concernent le commerce des avions. Mais ce n'est pas les constructeurs qui spontanément se disent tiens, il faudrait avancer dans telle direction sur la politique de transport aérien. Je dis clairement, ce que Airbus souhaite, c'est la bonne santé d'Air France et de toutes les compagnies aériennes.
Monsieur Janaillac, visiblement, il n'y a pas grand-chose à attendre à l'OACI, ou en tout cas avant longtemps, ni des Américains qui risquent de tenter de trouver une solution négociée de manière bilatérale. Est-ce que le mandat accordé par les États membres à la Commission pour aller négocier avec plusieurs pays, comme les États du Golfe, un accord de ciel ouvert en contrepartie de règles de concurrence dites équitables, peut-il être une solution ? Alors, la solution la plus simple, mais qui a aucune chance d'aboutir, ça serait d'intégrer le transport aérien à l'OMC, parce que ça permettrait d'abord d'avoir une condamnation assez claire des pratiques de subvention et deuxièmement de mettre en place un mécanisme de règlement des différends, mais ça c'est tout à fait hors de vue. Alors, ceci dit, quand on voit des secteurs qui sont dans l'OMC comme l'aéronautique et quand on voit que les dossiers durent depuis 15 ans, je ne suis pas sûr que ça soit une solution aussi. Oui, mais il y aurait au moins un mécanisme de règlement, ou la menace de mécanisme de règlement. Deuxièmement, alors effectivement, la conclusion d'accords aériens équilibrés qui verrait un accès privé, facilité au marché, s'accompagner de règles relatives au respect d'une concurrence équitable, ce que fait l'Europe, ce qu'a proposé l'Europe actuellement aux États du Golfe, me paraît une voie tout à fait positive et féconde pour arriver à trouver des solutions. Bon, ceci étant, on a vu quand même que du côté des Émirats arabes unis, ils ne souhaitent pas, ils ont réaffirmé leur souhait de ne pas participer à ce type de négociation pour des raisons qui apparaissent peu convaincantes. Et donc, ce type de négociation est mené aujourd'hui avec Qatar. Et nous, on est très favorable à ce qu'ils trouvent une solution, c'est-à-dire ouverture, mais respect d'un certain nombre de règles. Monsieur Wackenheim, attendez-vous vraiment, vous, une issue positive de ce mandat ? Parfois, on cite l'exemple de Oman, ou l'exemple français où on a signé un accord bilatéral avec Oman en incluant justement une clause de concurrence équitable qui paraît quand même assez légère. Est-ce que donc vous entendez, si on duplique ce cas... Bon, c'est assez difficile de commenter une négociation qui est en cours. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aboutir à quelque chose au niveau européen, parce que je ne vois pas comment on arrivera à progresser si on n'arrive pas à un accord européen. Que le cahier des charges, qui a été fixé par les États de l'Union européenne, est ce qu'il est. Il est relativement ambitieux. Il est adapté à chaque cas. Il ne faut pas non plus croire que tout est uniforme. Il y a aussi des nuances selon les États à qui on s'adresse. Je voudrais dire aussi que du côté des États du Golfe, d'après les informations qu'on peut posséder, il y a aussi des nuances dans les positions. Il y a des compagnies aériennes qui ont une attitude un peu plus raide que d'autres qui comprennent très bien comment le système évolue. Donc il y a des négociations possibles. Il faut beaucoup de pragmatisme. Il faut essayer, c'est un peu le boulot des diplomates, d'arriver à des conclusions et à négocier des accords. Donc on peut imaginer que cet accord arrivera un jour. Alors, est-ce qu'il y aura des itérations ? Il est possible qu'il y ait des itérations, c'est-à-dire que on se retrouve dans un blocage sur la base du cahier des charges actuel, et puis que la Commission européenne revienne vers le Conseil des États et dise écoutez, j'y arrive pas, il y a un blocage, on est près du but. Mais il y a des points qu'il faut faire évoluer. Bon, on aura peut-être quelques itérations de ce type-là, mais je crois qu'on a tout intérêt à souhaiter qu'il y ait une issue. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? La dénonciation des accords, la fermeture des droits de trafic, etc. Bon, ça, ce sont pas des solutions de progrès, ce sont des solutions de régression. Alors, il y a un autre élément qu'il faut bien mettre
en prendre en compte dans cette discussion, c'est qu'il faut aussi des contreparties. Quand on négocie, on ne peut pas demander uniquement à l'interlocuteur de faire des efforts et de ne pas accorder non plus. Alors la contrepartie, c'est le ciel ouvert. C'est dans certains cas les cinquièmes libertés, dans d'autres cas pas. Bon, c'est une libéralisation qui pourrait profiter à tout le monde. Bon, voilà, je crois que c'est un peu ce que demandent aussi les interlocuteurs. Sachant que des accords de ciel ouvert existent avec la quasi-totalité des pays européens. Oui. Enfin, en tout cas, des pays qui sont France, encore dans l'Europe. Sans la cinquième liberté. C'est le cas du Royaume-Uni, je pense. En Allemagne, l'Allemagne, c'est un peu bâtard. Il y a une libéralisation sur certaines destinations, mais c'est le nombre de points d'entrée qui sont en discussion. Bon, voilà. Donc, pour répondre, est-ce qu'il y aura une issue positive? Moi, je ne sais pas ce que le terme positif veut dire, mais dans ce cas-là, mais c'est surtout, je pense devrait y avoir une issue, parce que s'il n'y a pas d'issue, il y a un bloc. On ne voit plus le scénario alternatif. Voilà. Entre-temps, peut-être aussi que les points de vue des compagnies concernées, Emirates en particulier, mais Etihad et toutes ces compagnies qui sont dans la région, peuvent aussi évoluer. Moi, je trouve qu'il y a des évolutions dans leur opposition. Donc, il faut faire confiance aussi à ces interlocuteurs pour vouloir arriver à une conclusion qui soit satisfaisante pour tout le monde. Monsieur Janaillac, en cas d'absence d'accord ou d'accord peu satisfaisant, faudrait-il geler les droits de trafic? Le cas a été évoqué par monsieur Fackenheim, voire dénoncer les accords bilatéraux existants avec ces pays-là? Alors, bon, ce n'est pas des mesures satisfaisantes, bien évidemment, mais ça peut être des menaces qui permettent de faire bouger et avancer les interlocuteurs. Alors, la limitation des droits de trafic, ça paraît être une contrepartie légitime au fait que certains États et leurs transporteurs souhaitent s'exonérer dans le secteur aérien de règles qui se sont engagés à appliquer dans d'autres secteurs. Bon, ceci étant, ça ne résout pas le problème, ça évite qu'il soit qu'il s'étende, mais c'est effectivement pas satisfaisant. La dénonciation des accords aériens, c'est pire. Bon, ceci étant, il y a 20 ans, je crois savoir, mais M. Fackenheim saura mieux que moi, que la France avait dénoncé les accords qu'elle avait avec les États-Unis, que ça n'avait pas empêché les relations aériennes et que ça avait permis de rééquilibrer, l'accord entre les deux pays. Donc là aussi, il ne faut pas être naïf et pas être faible et considérer que ça peut être une menace qui permet d'avancer. Mais je crois beaucoup plus dans le cadre de l'Europe à ce qui est prévu. C'est l'instrument de défense commerciale qui permet aux Européens de sanctionner des transports des transporteurs de pays tiers dès lors qu'ils jouisseraient de subventions étatiques et qu'ils porteraient préjudice aux compagnies aériennes européennes. Et nous, on a été très heureux. J'avoue qu'on a pas mal œuvré dans ce sens-là, que la Commission européenne ait très récemment publié un projet de règlement qui vise à se substituer au précédent règlement, le 868, qui n'avait jamais été utilisé parce que son caractère était totalement inadapté à la spécificité du transport aérien. Et donc le nouveau projet, dont on espère qu'il sera adopté par le Parlement et le Conseil européen, permettra d'avoir de vraies mesures qui soient adaptées au transport aérien et qui permettent, si la Commission européenne le juge utile, de s'appliquer à des transporteurs subventionnés qui jouissent de conditions non équitables. Sur ce point, il y a quand même une question sur la preuve. Alors je vais peut-être être naïf. Quelle preuve a-t-on que ces compagnies sont subventionnées? Moi, j'entends dire par des gens très sérieux qu'Emirates n'est pas subventionné, qu'ils l'ont été à leur début en 85, qu'ils le sont moins, que les compagnies qui ont commencé plus tard le sont, mais voilà. Comment on fait pour dire telle compagnie subventionnée elles ne sont pas cotées en bourse, elles ne publient pas, si, certaines publient leurs comptes, certaines sont auditées, Emirates d'ailleurs. Comment fait-on?
Alors, je pense qu'il faut le même type de règles et d'enquêtes que fait l'OMC par rapport à des plaintes. C'est-à-dire que la Commission européenne doit, en face de soupçons, avoir la possibilité de demander des informations précises ou d'auditer tel ou tel élément. Et ça peut être la contrepartie s'il y a un soupçon du fait d'avoir les droits et de pouvoir concurrencer les compagnies européennes. Je reviens sur les droits de trafic. Monsieur Wackenheim, est-ce qu'un gel des droits de trafic est efficace selon vous? Alors, il y a un élément quand même qui est important parce qu'on n'est pas dans la même situation tout à fait qu'avec les Américains. Les Américains, c'est du bilatéral à cette époque. Et au début des années 90, je crois que c'était en 93, la France avait vu ses parts de trafic, les compagnies françaises avaient vu leur part de trafic chuter de façon très importante, donc on est un peu dans le même symptôme. Et au bout d'un moment, il y a eu dénonciation de l'accord aérien qui était considéré comme ne protégeant pas assez les intérêts français. Bon. Ça a duré, je crois, 2 ans. À un moment donné, je me souviens très bien, c'était pendant l'été. Il y avait plusieurs milliers de passagers en rade parce que les compagnies aériennes avaient vendu des billets de vol qui n'avaient pas été approuvés à l'avance. Et là, il se trouvait que les États étaient complètement bloqués, la France et les États-Unis. L'affaire s'est réglée à peu près en 48 heures après une rencontre dans le bureau du Matignon et les chefs d'État sont téléphonés et les 2 États ont commencé à négocier un accord. Et c'est ce qui a abouti à l'accord de 98 qui était effectivement plus libéral que les précédents. Donc des fois l'histoire s'accélère. Donc ça je concède effectivement que ça peut être un scénario, c'est pas forcément celui qu'il faut souhaiter. Sur les droits de trafic, il y a une remarque que je voudrais faire, c'est que on est avec 28 pays et 28 pays qui n'ont pas la même pratique et les mêmes accords. Donc, pour certains, le gel équivaut à continuer de se développer, puisqu'il y a quand même des accords de ciel ouvert, il y a des accords assez libéraux, disons, dans certains pays européens. Et donc, la fermeture du robinet à un endroit ne ferme pas forcément le robinet partout. Et c'est un système comme un système hydraulique, quoi. Vous avez plusieurs tuyaux pour aller de A à B. Bon, vous fermez le robinet d'un des tuyaux, ça augmente la pression dans les autres tuyaux et malgré tout, tout le liquide s'écoule. Et ça, les passagers aériens aujourd'hui peuvent très bien ont des choix d'itinéraires par d'autres hubs européens que les hubs français ou allemands. Et c'est quelque chose qui rend quand même un peu moins convaincant cette politique de fermeture des droits de trafic. Bien que, enfin, c'est vraiment une arme qu'il faut utiliser dans toute connaissance de cause. Voilà. Bon, après, l'Europe le fera-t-elle? Faudrait encore qu'il y ait une position européenne là-dessus. À l'heure actuelle, il n'y a pas de position européenne sur le gel total des fréquences. Il y a des États qui sont pour, des États qui sont plutôt réservés, et aujourd'hui, ils sont d'accord que sur le mandat de négociation et le gel des accords aériens, ce qui n'est pas le gel des trafics. Monsieur Janaillac, s'il n'y a pas de solution internationale, si le mandat européen n'est pas satisfaisant, s'il est illusoire de vouloir aligner les règles des pays en question sur les nôtres, si des relations diplomatiques poussent à des mesures favorables avec certains pays du Golfe, bon, est-ce que la solution n'est-elle pas à trouver chez nous en prenant les mesures pour baisser les coûts des compagnies européennes? Ah ben c'est pas il faut faire tout en même temps. C'est bien évidemment que toutes ces actions pour assurer de la part de concurrents extérieurs les conditions d'une concurrence équitable ne sont absolument pas exclusives, bien au contraire de tous les efforts à faire pour abaisser nos coûts. Alors ça veut dire 2 choses. Ça veut dire les efforts à faire en interne par les compagnies françaises.
l'ensemble des compagnies françaises et Air France, KLM et Air France, pour ce qui concerne le débat d'aujourd'hui particulièrement, pour adapter sa structure de coûts interne de façon à être plus compétitive. Bon, comme vous savez, c'est une œuvre qui n'est pas facile et qui est de longue haleine. Il y a eu des efforts, il y a toujours des efforts d'adaptation qui ont été entrepris. Il faut absolument les poursuivre. Et d'ailleurs, c'est une de mes tâches de m'efforcer de convaincre les salariés du groupe afin de retrouver les voies d'une croissance rentable. Et ensuite, il y a, et là on se tourne vers l'État français, on a eu l'occasion de le dire avec la FNAM et l'ensemble des compagnies aériennes françaises pendant la campagne électorale présidentielle, sans avoir été forcément très entendu, c'est qu'il faut absolument rétablir un environnement de taxes et de cotisations sociales qui soient compétitives par rapport à nos concurrents. Et là, on ne parle pas des compagnies du Golfe. Le gap est bien trop important, mais des autres compagnies européennes. Nous avons en France un secteur aérien qui est surtaxé par rapport à ce qu'il est dans les autres pays européens voisins. On a plusieurs rapports, le rapport Leroux, le rapport plus lointain Abraham, le récent rapport de la Cour des comptes l'a démontré de façon totalement évidente. Et là, c'est urgent d'avancer pour ne pas être défavorisé de façon insupportable. Et par ailleurs, il y a effectivement un système de cotisations sociales, en particulier les cotisations patronales non plafonnées, qui, pour nous, par exemple le groupe Air France, fait une différence de plusieurs centaines de millions d'euros par an par rapport à nos concurrents européens. Et donc c'est clair que il faut avoir des conditions de concurrence équitables. Il faut que chaque entreprise aérienne, et tout particulièrement en France, fasse des efforts internes. Et il faut que l'État nous assure, alors simplement un environnement qui ne soit pas aussi défavorable en matière de fiscalité et de cotisation sociale qu'il est aujourd'hui. Monsieur Wackenheim, est-ce que la sortie de l'État du capital d'Aéroports de Paris et d'Air France serait une bonne idée justement pour régler le problème de compétitivité des acteurs français, en tout cas d'Air France? Alors, je ne sais pas si la sortie des capitaux améliorera la compétitivité et réduira les coûts d'Air France, mais moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que, parce que c'est quelque chose qui a été souvent mis sur la table depuis 20 ou 30 ans, on parle de voir si on ne pourrait pas allouer un régime spécial au personnel navigant. C'est peut-être un serpent de mer, c'est peut-être pas réaliste, j'en sais rien. Comme dans le la seule chose que je constate, c'est que c'est quand même un régime qui s'applique aux marins aujourd'hui. Il y a un article du Code des transports, j'ai cherché depuis que je parle de ça, mais là c'est l'article 55-53-11 du Code des transports qui explicitement exonère les armateurs sur les liaisons internationales en concurrence de 3 choses: les cotisations sociales, les allocations familiales et l'assurance chômage. Et l'État verse annuellement 1 milliard, à peu près, un peu moins, mais enfin de 800 ou 900 millions à l'établissement national des Invalides de la Marine qui gère cette affaire-là. Ce qui fait rebondir le secteur maritime. Je ne veux pas en dire plus, mais je suis étonné qu'on nous dise sans arrêt c'est pas possible. Ce qui est possible pour le maritime n'est pas possible pour l'aérien. Eh bien, moi je comprends pas. J'avoue que je comprends pas. Il y a sûrement des moyens de faire. Je dis pas qu'il faut faire la même chose, mais il faut faire quelque chose qui ait des effets quand même analogues. Voilà, je voulais le dire parce que c'est quelque chose qui a été dit plusieurs fois par Air France, par la DGAC, le ministère des Transports, mais il n'y a jamais eu d'avancée. Alors, ensuite, les charges et les taxes, il
il y a effectivement les charges aéroportuaires. Alors, c'est pas seulement par le capital qu'on contrôle les aéroports, aussi l'État régulateur. Alors pourquoi je pense qu'il est souhaitable de revenir et d'amender la loi de 2005 sur les aéroports et d'aller au-delà d'une privatisation à 49%, puisqu'aujourd'hui c'est inscrit dans la loi. ADP ne peut pas vendre les actions de l'État au-delà de la moitié. Alors, ADP est une belle entreprise, performante, etc. Mais son actionnaire est en même temps le régulateur. C'est l'actionnaire qui, depuis un grand nombre d'années, régule les redevances des aéroports. Alors, en province, il y a maintenant des actionnaires privés, des sociétés de gestion. Je pense qu'il est temps de penser à quelque chose pour ADP. Ça sera aussi l'occasion pour ADP, peut-être, d'avoir plus de liberté et de flexibilité dans sa gestion. Je crois que le différentiel en matière de coûts, notamment de personnel, est aussi de 20%. Donc, on peut, mais à ce moment-là, il faut qu'on introduise une gestion totalement privée, pas seulement dans le cadre actuel, mais en allant plus loin au niveau de l'actionnariat, de façon à ce que l'État qui supervise soit l'État régulateur. Et qu'il fasse. Alors, il y a une autorité de régulation qui a été créée il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas sûr qu'aujourd'hui elle ait tous les moyens et la liberté c'est plus qu'avant, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc ça, c'est l'avantage que je vois, c'est donc permettre une relation plus normale entre le fournisseur de services qu'est l'aéroport, ou que sont les aéroports, et les compagnies aériennes, et puis également permettre aux aéroports d'améliorer leur performance, et donc par là même aussi de diminuer leurs coûts. Quant à Air France, il reste 17,6% de l'État dans le capital d'Air France, si je ne me trompe pas. C'est très bien. C'est le seul actionnaire de référence. Et tout le reste est dilué, mais quel est le sens de cet actionnariat quand je vois la façon dont ça se passe, on a l'impression de temps en temps que soit Air France n'est pas privatisé, soit l'État se désintéresse, tout ce qu'on vient de dire dit qu'il faudrait qu'un intérêt supplémentaire, je dirais, soit accordé. Je ne dis pas qu'il y a un désintérêt, mais qu'il y a un plus grand intérêt à la compétitivité, à la performance. Donc tout ça relève en fait simplement d'une clarification. C'est qui fait quoi. Bon, il y a un État régulateur, il y a un État actionnaire. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que l'État soit actionnaire des opérateurs aériens alors qu'ailleurs ça se passe différemment? Voilà. Faut pas non plus me faire dire ce que je dis pas. C'est pas forcément la nature du capital qui détermine la performance des entreprises. Il y a des entreprises publiques qui sont très performantes. Mais on n'est pas dans ce cadre-là en ce qui concerne le transport aérien. Est-ce que je peux ajouter d'autres choses? Non, je pense que... Monsieur Janaillac, sur ce point, donc, est-ce que vous pensez que la sortie de l'État du capital ADP et d'Air France KLM... Avant de répondre à ces deux questions... C'est délicat pour vous. Non, je simplement dire que j'approuve totalement la suggestion faite par M. Wackenheim sur le fait de s'inspirer du régime social des marins pour ce qui concerne les navigants. Je ne suis pas sûr que ça puisse calquer complètement, mais en tout cas, ça vaut la peine de regarder de près. C'est une demande qui avait été faite et qui a été évacuée il y a 2-3 ans. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc, continuons à nous battre dans ce sens-là. Bon, sur les deux questions, je ferai des réponses générales. Sur Aéroport de Paris, le gestionnaire d'un aéroport exerce une forme de monopole. Et donc, qui dit monopole privé, dit des outils de régulation, clairs, importants, ce qui se passe pour les autoroutes, de ce type-là. Donc, voilà, j'ai pas d'opinion a priori. Après, ça dépend quels sont les outils de régulation. Pour ce qui concerne la participation de l'État au capital d'Air France, moi je constate depuis un an que je suis là que l'État se comporte comme conformément à son statut d'actionnaire minoritaire à 17%, ni plus ni moins. Donc après, c'est à l'État à déterminer s'il veut augmenter, maintenir ou baisser sa participation.
Alors, je peux avoir une opinion personnelle, mais ce n'est pas le lieu de l'exprimer. Est-ce que vous avez des questions? Et si oui, n'hésitez pas à vous présenter. Laurent Magnin, premier rang. Oui, bonjour à Jean-Marc et Janayak et à Michel Wackenheim. Dans tout ce que j'ai entendu, moi je reste quand même assez stupéfait de la naïveté de l'Europe. On a des cas historiques en Europe d'abandon total d'industrie, total. Ça s'est terminé. Ça se termine du reste dans un pays comme le nôtre, par exemple sur le tissu industriel, à 5 millions de chômeurs pour une partie de nos compatriotes. Et je crois que ce qui est important, c'est la vraie question, c'est notre relation effectivement au reste du monde. Moi, je vois par exemple le dossier norvégien que je trouve assez fascinant, et du reste, le dossier anglais va être dans le même esprit. J'aimerais bien, en particulier, Michel, que tu nous dises ce que tu en penses sur ce que pourrait être potentiellement la négociation du Brexit avec les Britanniques. Mais on est dans des tensions européennes qui sont essentiellement liées à l'emploi, quand même qu'on soit lucides les uns et les autres. Elles sont essentiellement liées au nombre de chômeurs sur le sol européen, donc sur la défense quand même d'un certain nombre de choses. On voit par exemple le statut de la Norvège qui est extraordinaire. Voilà des gens qui ont voté 2 fois non à l'Europe. 2 fois non à l'Europe. Vous savez pourquoi ils ont voté non à l'Europe? Pour pas qu'on les emmerde sur leur quota de pêche. Bon, c'est intéressant parce que ça veut dire que d'un côté, c'est un pays qui passe un accord avec l'Europe, mais qui ne veut pas d'un accord global pour qu'on touche pas à des choses qu'elle considère comme fondamentales. Mais en même temps, la compagnie de ce pays a la même possibilité en termes de droit de trafic que l'ensemble des compagnies européennes. J'imagine qu'on va avoir le même cinoche avec les Anglais après le Brexit, même si on négocie dur. Moi, ma question, c'est à quel moment on aura une massive interpellation politique, nationale d'abord, parce que on a eu quand même toute une corde de ministres des Transports qui s'occupent de 3 sujets dans ce pays, la SNCF et la SNCF. Bon. Alors c'est très bien, parce que déjà ça nous coûte une blinde, tout le monde le sait. Nous, l'aérien, on ne coûte pas une blinde au pays, il faut quand même le savoir, mais on n'a pas de soutien du tout. Et c'est là, Michel, moi j'aimerais que tu nous répondes sur cette notion de la fin de la naïveté. On s'y prend comment, avec l'aide de tout le monde, et pas uniquement à l'échelon français, mais aussi à l'échelon européen. Et encore une fois, les notions de Brexit m'intéressent beaucoup. Comment tu vois, comment pourrait être traité le dossier britannique, comment on peut accepter le dossier norvégien, indépendamment du boulot formidable que fait la compagnie. Pour moi, ça me semble indispensable qu'on réponde à ces questions-là. Oui, on entend très mal d'ici. Et donc, non, recommence pas. En gros, alors si j'ai bien compris, c'est vrai qu'on entend très mal. Il y a une question sur Norwegian, sur cette possibilité d'une compagnie qui n'est pas européenne et qui bénéficie des droits de trafic. Est-ce que jusqu'où l'Europe peut continuer d'être aussi naïve, si j'ai bien compris? Et l'autre, par rapport au Brexit, où il y a peut-être le risque d'avoir un scénario justement avec la Norvégienne où des compagnies non européennes pourraient bénéficier en fait de l'espace aérien européen comme norvégien. Est-ce que je n'ai pas trahi ta pensée? Pour mémoire, je ne représente pas les institutions ni nationales ni européennes, mais ce que je pense, c'est que il y a effectivement, enfin, on l'a dit. Dit tous les trois, faut pas être naïf. Hein, donc, et effectivement, négocier des accords libéraux, ciel ouvert. Bon, l'accord entre les États-Unis et l'Europe et le Brexit peut effectivement changer des choses. Hein, on n'en a pas parlé, mais ça nécessite une certaine vigilance. Mais comment aborder les États-Unis? Comment aborder une discussion avec les États-Unis sur ce sujet-là? C'est un sujet maintenant qui est de compétence communautaire. L'accord aérien avec les Américains est un sujet communautaire. Donc c'est un débat qu'on peut avoir au sein de l'Europe en vue d'une discussion avec les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sinon, simplement, essayer d'avancer quelques règles. Parce que on parle beaucoup des compagnies du Golfe, mais enfin quand même, il n'y a pas que les compagnies du Golfe, il n'y a pas que les pays du Golfe qui ont des pratiques spécifiques. Chapitre 11, bon, ça existe aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on se sent capable d'ouvrir cette discussion?
Moi, je ne le sens pas aujourd'hui. Je ne vois pas de prémices qui disent qu'on va commencer. Et ce qui me désolait tout à l'heure, c'est que je ne vois pas non plus une énergie importante, et du moins une volonté européenne harmonisée d'aborder le sujet de façon plus constructive et efficace au niveau multilatéral, qui est le bon cadre, c'est celui de l'OACI. Et tant qu'on n'avance pas sur ce plan-là, il faut travailler en bilatéral. Mais je ne vois pas très bien de miracle se produire très rapidement. Monsieur Janaillac, vous voulez intervenir? Sur le Brexit, on a commencé à pas mal travailler avec Michel Barnier. Et donc là, j'ai une position avec un certain nombre d'autres compagnies comme Lufthansa et le groupe Lufthansa tout à fait en phase, qui est si même droit, même obligation. Donc, ce qui me paraît être légitime. Alors, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que certains qui agitent sous la pression des compagnies britanniques, low cost en particulier, le spectre de tout le trafic va s'arrêter, je ne sais plus quand, en avril 2019, si on ne signe pas très vite un accord spécifique pour le transport aérien qui va donner les droits sans les obligations. Et donc, il n'y aura pas un arrêt du trafic, il y a des règles anciennes qui s'appliqueront. Donc je pense qu'il faut résister à cette agitation et à ces menaces qui n'ont qu'un seul but, c'est de permettre aux entreprises britanniques d'avoir les mêmes droits que les entreprises européennes sans avoir les mêmes obligations, en particulier sans avoir la juridiction finale de la Cour européenne de justice, ce qui est très important parce que ça voudrait dire par exemple que tous les recours des passagers, tous les recours sur l'environnement, etc. seraient jugés à Londres et pas en Europe avec les distorsions qu'on voit de façon évidente. Donc là-dessus, pour nous, les choses sont claires d'une part et deuxièmement, on est on lutte contre cette espèce de volonté d'instiller la panique et la peur en agissant le spectre d'aéroports français désertés par les touristes britanniques et d'hôtels vides à l'été 2019 parce que les méchants européens auraient pas voulu donner le libre accès aux entreprises aériennes britanniques. Très bien, écoutez, nous avons dépassé largement le timing. Je vous remercie d'avoir assisté à ce débat. Vous pouvez applaudir nos panélistes.